Bonsoir à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Bienvenue dans Chemin Critique, votre émission. 63 ans après l'indépendance, l'économie de la RDC semble patauger. Il y a nécessité de repenser cette économie pour donner de la valeur non seulement au pays, mais aussi à ses citoyens. Pour en parler, nous avons sur ce plateau deux invités. À ma droite, j'ai Gustave Tchibango, à qui je dis bonsoir et bienvenue dans Chemin Critique. Bonsoir, Monsieur Edouard, et bonsoir également à tous les téléspectateurs de Géopolis. À ma gauche, j'ai Benjamin Kongolo, à qui j'ai dit également bonsoir et bienvenue dans Chemin Critique. Merci, bonsoir à tous et bonsoir, messieurs les journalistes, pour cette invitation. Voilà, les deux sont assistants à l'université de Kinshasa, il est enseignant des universités, l'autre assistant à la faculté de l'économie, avec qui nous allons aujourd'hui réfléchir autour de l'économie de notre pays qui semble rester dans la patauge, ou bien qui semble tourner à rond malgré les 63 ans après l'indépendance. Comme je l'ai dit tantôt, Gustave Tchibango, quelle est la situation économique du pays en ce moment et quel état de lieu faites-vous par rapport à cette situation économique 63 ans après l'indépendance, comme je le disais tantôt? Merci beaucoup, Monsieur Edouard. J'aime bien parler de l'économie de la RDC, comme vous le savez. Je suis un habitué de Géopolis. Et 63 ans après notre indépendance, c'est avec regret que nous sommes en train d'analyser, parce que parmi nous ici, personne n'était en 1960. Et donc, nous avons eu l'histoire économique de notre pays. La RDC qui, déjà vers les années 60-70, avait le même niveau avec le Canada, le même niveau également avec la Corée du Sud. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, ces économies sont des grandes économies aujourd'hui. La RDC, qui était une grande économie également vers ces années-là, n'a fait que regresser 63 ans après l'indépendance. Et nous connaissons ce qui a conduit également l'élite congolaise à jouer également un rôle très important dans le redressement de cette économie. Comme vous le savez également, avec la zarianisation, nous avions des entreprises. La ville de Kinshasa, par exemple, dans sa commune, la commune dite la commune délimitée, c'était une commune industrielle. Mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui, 63 ans après, qu'on voit, général, je crois, Mercedes-Benz, le président de la République venait d'inaugurer une usine de montage de véhicules. Donc, je crois que nous avons tellement régressé, 63 ans après, et c'est un regret sur le plan économique. Et s'il faut faire les diagnostics actuels, il est vraiment important pour nous, économistes, avant de pouvoir proposer des politiques économiques ou donner des solutions, il faut faire ce que le médecin fait. Parce que l'économie, nous assimilons l'économie à la médecine. Donc l'économie est comme la médecine. Donc le corps humain. Lorsque une personne est malade, le médecin, avant de lui proposer une thérapeutique, le médecin fait ce que nous appelons le diagnostic. Ça veut dire qu'il doit consulter le malade, essayer de comprendre ce que le malade a comme problème, et après lui proposer... Faire des prescriptions. Voilà, lui proposer maintenant la thérapeutique, ça veut dire les médicaments. La même chose également en économie. Si l'on veut repenser l'économie congolaise, il faudrait premièrement faire un diagnostic. Et c'est un diagnostic sérieux, impartial. Ce n'est pas un diagnostic qui serait fait avec, je ne sais pas moi, des appartenances politiques ou quoi que ce soit. Nous allons y arriver, Benjamin Kongolo, repenser l'économie du pays. 63 ans après, on semble voir l'économie à terre, si pas assise sur les épines. Quels sont les grands défis auxquels est confrontée notre économie aujourd'hui? Oui, avant d'y arriver, j'aurais un seul mot à placer là-dessus, c'est les regrets. Pourquoi je regrette? Les regrets comme Gustave. Oui, comme dit l'assistant Gustave, les regrets. Pourquoi je regrette? Parce que, vu les niveaux que nous avons vers les années 60, 70, ainsi de suite, avec les niveaux auxquels l'économie se trouve actuellement, donc on ne peut pas se taper la poitrine pour dire que nous avons avancé. Au contraire, nous avons régressé. Ce que j'ai suggéré, il faut que nous fassions, comme l'assistant vient de le dire, des politiques adaptées.
l'économie est malade. Ça, c'est une certitude économiquement prouvée par des données statistiques que l'économie congolaise est malade. Et du fait que cette économie est malade, cela nécessite des soins appropriés, des politiques adéquates, des politiques qui tiennent compte de la réalité du Congo et des réalités des Congolais. Donc, comment les Congolais se comportent, comment les Congolais mangent, comment les Congolais, cohabitent entre eux. Donc, lorsque nous appliquons des différentes politiques, nous devons tenir compte de tous ces paramètres pour que nous pensions un jour à développer les pays. Vous disiez l'économie est malade, mais quels sont les facteurs pour vous qui freinent la croissance économique du pays? Oui, en fait, il y a beaucoup de paramètres qui freinent le développement de cette économie. Première chose, nous avons, si on peut, pour ne pas emprunter 4 chemins, il y a d'une part, il y a la dollarisation de l'économie. En fait, du moment où une économie est dollarisée, ça freine même l'efficacité de la politique monétaire de ces pays-là. La politique monétaire est un levier du développement dans un pays. Avec la politique monétaire, nous pouvons développer les pays. Mais du moment où cette politique est inefficace, nous ne pouvons pas développer les pays. D'une autre part, cette économie, elle est dépendante. Nous vivons au quotidien en dépendant des autres. Du moment où il y a un choc à l'extérieur, d'office, nous sommes vulnérables. Donc, du moment où nous pensons seulement vivre en dépendant des voisins, nous ne pouvons pas vivre à l'aise. De 3, il y a la corruption en RDC qui ne dit mot. On ne peut pas appliquer de très bonnes politiques. Sinon, nous ne pouvons pas avancer avec de telles réactions. Il y a également ce que je dis souvent, c'est les principes de redevabilité. On peut avoir des bonnes politiques, des bonnes idées à mettre. Mais du moment où on se réfère à celui qui vous a placé là, vous êtes redevable avec lui. D'où tout ce que vous pouvez faire dépend de lui. Donc, on ne peut pas développer les pays avec de telles attitudes. Il y a d'une part la responsabilité du gouvernement ou bien une mauvaise gestion du pays en quelque sorte. Oui, en fait, là-dessus, en tout cas, quant à moi, la responsabilité, elle est partagée. D'une part, étant donné que c'est les décideurs, les gouvernements, ils ont une grande part de responsabilité dans l'échec de ce que nous constatons aujourd'hui. Et d'autre part, il y a également les agents économiques, la population également qui contribue à cet échec. Donc, nous devons coordonner nos manières d'agir, nos politiques, afin que nous puissions développer ces pays. Donc, ce que moi je dis souvent est que lorsque les autorités élaborent des politiques, pour que ces politiques réussissent, il faut que, d'autre part, la population également s'habitue. C'est que les Quinois disent souvent, même morale. Il faut que, d'une part, les décideurs et les autres, la population, convergent dans leurs habitudes pour que les politiques réussissent. Au cas contraire, la population fera toujours... Ouvrage à quelque chose. Oui, de toutes les politiques économiques. Ce qui fera que les politiques vont échouer. Et que, in fine, nous n'aurons pas le développement comme espéré. Gustave Tshibangou, la dollarisation, la dépendance de notre économie, mais aussi la corruption, c'est ce qui tue, selon l'assistant Benjamin Kongolo. Que pensez-vous de ces 3 éléments qui ont contribué à la destruction de notre économie? Effectivement, tous les 3 éléments que les collègues venaient d'évoquer, ce sont des éléments palpants qui expliquent le redressement pratiquement de l'économie congolaise. Mais avant de pouvoir les aborder, je vais essayer de pouvoir revenir un peu comme je vous ai dit, que lorsqu'on veut repenser réellement l'économie congolaise, il faut faire un diagnostic sérieux. Et l'économie, nous la subdivisons en 4 grands secteurs. Nous avons le premier secteur, c'est le secteur réel, dans lequel nous trouvons la question de la production, ça veut dire les produits intérieurs bruts de la RDC, mais également le niveau général des prix. Et lorsque vous regardez le produit intérieur brut de la RDC, qui est estimé aujourd'hui à plus de 69 milliards de dollars, vous allez constater que c'est un produit intérieur brut alimenté par les capitaux étrangers. Ce qui revient à dire que les Congolais n'investissent pas. La production que nous avons au niveau du pays, c'est une production en réalité extravertie. C'est une production des étrangers. Ce n'est pas la production des nationaux.
les entreprises qui sont créées, les entreprises minières que nous avons en République démocratique du Congo, qui contribuent sur la croissance économique de la RDC, ces entreprises appartiennent majoritairement aux étrangers. Et vous avez suivi d'ailleurs le ministre des Finances, lors, je crois, d'un briefing, qui avait invité les Congolais à pouvoir investir. Parce que nous n'avons pas la culture d'investir. Et l'assistant a évoqué même morale. La question de même morale veut dire que les Congolais doivent avoir aussi la culture d'investir. Et c'est comme ça que nous allons avoir un PIB qui ne sera non pas composé des capitaux étrangers, mais également des capitaux des nationaux. En ce qui concerne maintenant la stabilité du niveau général des prix, les prix ne sont pas stables du fait seulement que nous importons pratiquement tout ce que nous consommons et nous produisons, c'est que nous ne consommons pas. Et donc, les secteurs réels à cette situation-là. Nous avons le deuxième secteur, c'est le secteur des finances publiques. Dans les Avant de passer, mais est-ce que vous voilà. pensez que les Congolais refusent volontairement de pouvoir investir ou bien c'est un problème d'environnement qui n'est pas aussi propice? Effectivement, c'est là où nous parlons que les politiques économiques, lorsqu'elles sont conçues, elles doivent impliquer tout le monde. À la fois les dirigeants, mais également les dirigés. Les dirigés représentés ici par le ménage, mais également les agents économiques. Ça veut dire tous les Libanais, tous les commerçants qui sont en train de vendre des biens, mais également des produits en République démocratique du Congo, doivent être inclus lorsque nous concevons nos politiques économiques. Et donc, la culture également de l'investissement, il faut inciter. Et le climat des affaires vient jouer un rôle très important. C'est peut-être aujourd'hui que nous avons un plan d'urgence que je venais dernièrement de voir, le président de la République, qui a essayé de paraffer, je crois ça, lors d'une activité, ça fait pratiquement 4 jours passés, où le président de la République, il y a eu un plan d'urgence des climats des affaires qui a été élaboré en République démocratique du Congo pour essayer de voir quelle est la situation du climat des affaires en République démocratique du Congo. On en a toujours eu ces plans-là. Non, moi, dernièrement, c'est dernièrement que j'ai vu le plan d'urgence. Je ne sais pas s'il en existe un, mais c'est dernièrement que j'ai suivi à la télévision le président de la République et on a démontré que l'enquête a été menée sur plus ou moins 403 entreprises, mais également 13 secteurs d'activité économique qui ont été concernés dans le cadre de cette enquête pour essayer d'évaluer les climats des affaires en République démocratique du Congo. Donc vous voyez que déjà, si ces plans n'existaient pas dans les passés, comment nous pouvons aspirer à un changement? Donc ça, c'est le premier secteur. Je passe au deuxième secteur, c'est le secteur des finances publiques. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, nous parlons de la loi des finances. Nous parlons du budget de la RDC. Nous sommes à 16 milliards aujourd'hui, mais toujours dans votre plateau ici, nous avons eu à échanger sur la possibilité, si c'était possible à la République démocratique du Congo de pouvoir réaliser un budget de 16 milliards. Mais moi je vous dis, messieurs les journalistes, c'est d'abord une honte, un grand pays comme la RDC qui discute sur un budget de 16 milliards. Le budget de 16 milliards, c'est le budget généralement même des clubs de football. Mais la République démocratique du Congo a fait 2 345 000 km² avec plus de 80 millions de terres arables. Discute sur 16 milliards. Avec 40 millions de terres irrigables, donc au total de terres arables de 120 millions, avec une population de plus de 120 millions d'habitants, une population jeune, 50% de la population congolaise a moins de 35 ans. C'est un potentiel énorme. C'est ça. Avec tout ce que nous avons sur le plan de l'hydroélectricité. Donc vous sentez que la richesse est là. C'est la question maintenant de la valorisation, la question des politiques publiques. Et la loi des finances devait être une loi qui permet de pouvoir allouer les dépenses vers les dépenses d'investissement, les dépenses qui permettent le pays à pouvoir produire. Et dans ce secteur-là, c'est déplorable de constater que dans la structure des dépenses publiques, vous avez plus de 50% des dépenses publiques qui sont liées aux dépenses de consommation. Donc, on ne peut pas aspirer à un développement dans un contexte où la majorité
des dépenses publiques ne sont pas composées des dépenses d'investissement. Et le troisième secteur, on va parler des secteurs financiers. Ça veut dire les secteurs monnaie et crédit. Regardez aujourd'hui les systèmes financiers de la RDC. Si nous parlons que les Congolais peut-être n'investissent pas, est-ce que les Congolais ont accès au crédit? Est-ce que les Congolais sont inclus dans les systèmes financiers de la RDC? Vous avez un pays qui n'a pas de marché financier. Nous n'avons qu'un marché monétaire. Et ce marché monétaire qui est le marché des prêts de court terme, on ne peut pas faire valoriser l'agriculture avec un système financier concentré avec les banques uniquement. On doit avoir un marché financier et les marchés financiers renvoient ici aux prêts ou aux emprunts de long terme. Parce que quelqu'un qui veut investir dans le secteur agricole, tu ne vas pas planter les riz aujourd'hui et puis les récolter demain. Non. Donc il faut du temps et tout cela, les systèmes financiers vont pouvoir aider. Et on constate que les systèmes financiers congolais, dans son ensemble, il est d'abord surliquide, les banques sont surliquides, mais l'économie en elle-même est sous-liquide. Et je vais finir, monsieur le journaliste, le quatrième secteur, nous sommes au niveau de la diagnostic, c'est les secteurs de relations extérieures. Dans les relations extérieures, qu'est-ce que nous constatons? Si vous allez, il y a un document qui nous permet de voir les relations de la RDC avec le reste du monde, c'est ce que nous appelons la balance des paiements. Dans la balance des paiements de la RDC, vous allez constater avec moi que la sous-balance, la balance qui est d'ailleurs un peu de fois excédentaire, c'est la balance commerciale. Voilà. Il y a les exportations, mais également les importations. Mais sur les 11 milliards ou 12 milliards d'exportations de la RDC, le pays en importe pour pratiquement 11 milliards. Ça veut dire, en réalité, au pays, il ne reste rien. Ce que nous avons, après avoir exporté les matières premières qui sont composées à plus de 97% de matières premières non transformées, ces recettes en devises que nous acquérons de l'extérieur sont exportées. Ça veut dire nous finançons nos importations et pratiquement rien ne reste en République démocratique. Rien ne reste. Je vous ai écrit, je ne sais pas si vous avez une réaction en rapport avec ce que l'assistant Gustave Tchibangu dit. Oui, en tout cas, face à ces situations, ces tableaux sombres que l'assistant vient d'établir, par là, je peux ajouter quelque chose lié aux finances publiques. Nous dépensons, oui. Les dépenses publiques font partie des facteurs de croissance économique. Plus vous dépensez, plus vous allez atteindre la croissance économique. Mais il faut dépenser où? Vous allez vous rendre compte que la République démocratique du Congo, depuis sa création, donc depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, nous dépensons dans des secteurs dérisoires. Nous dépensons dans des secteurs qui ne sont pas porteurs de croissance économique. Donc, cela revient à dire que nos dépenses publiques ne sont pas de bonne qualité. Okay. Aujourd'hui, nous avons un sérieux problème au niveau des infrastructures. Donc, si aujourd'hui, nous dépensons en termes d'infrastructures, nous pouvons atteindre la croissance économique. Nous avons un problème de l'éducation. En fait, d'ailleurs, il a été démontré que depuis les années 90, les systèmes éducatifs de la RDC ne prospèrent plus. Donc, l'éducation en RDC n'est pas un facteur de croissance économique parce que nous formons très mal nos enfants. D'où, si nous investissons... Vous qui êtes assistant, vous dites déjà ça. Effectivement, si nous investissons dans ces secteurs-là, si nos élèves, nos étudiants étudient dans de très bonnes conditions, nous pouvons espérer à ce que l'éducation réussie peut aboutir à la croissance économique. Il y a également les secteurs de la santé. Une personne qui est en bonne santé, son rendement ou sa productivité est élevée par rapport à une personne qui est malade. C'est ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Il faut plutôt avoir des hôpitaux dignes, capables de donner à tout le monde en fait, des soins appropriés pour rendre des gens efficaces à la production. Donc, par rapport aux dépenses publiques, si vous regardez, vous allez voir que plus de 50% des recettes de la RDC, c'est octroyé dans les salaires. Donc, vous remarquez que la RDC investisse en termes de 3 à 5%. Donc, vous remarquerez que l'investissement public en RDC est trop faible. Donc, tout ce que le pays gagne est partagé entre les dirigeants. Entre les dirigeants, en fait, d'ailleurs, il a été montré qu'il y a un groupe de gens qui gagnent beaucoup que les autres. Oui. Donc, par là, nous ne pouvons pas aspirer au développement face à une situation pareille. Nous ne pouvons pas aspirer au développement face à une situation pareille. Donc, l'affectation des ressources aussi, c'est très important pour un pays.
Nous allons prendre, je vous rappelle d'abord que nous sommes en face des assistants. Ils sont tous les deux économistes avec qui nous réfléchissons sur ce plateau en ce qui concerne comment repenser l'économie de notre pays. Mais aussi on a tout à l'heure là poser des diagnostics, comme le dit bien, comme le veut bien l'assistant Gustave Chibango. Mais nous allons suivre un peu les Congolais qui ont réagi en rapport avec l'émission que nous tournons tout à l'heure. Ils ont aussi donné leurs raisons. Je crois que si on parle même langue avec la régie, ils vont nous balancer la vidéo des Congolais qui ont réagi en rapport avec comment redynamiser ou bien repenser l'économie congolaise. Et puis on reviendra sur ce plateau. Il n'y a pas une seule fois pour que le pays soit conduit vers le développement. Tout dépend de tout ce qu'on met en place. Mais nous avons un gouvernement, il faudrait que le gouvernement arrive à améliorer la gouvernance de ce pays. Améliorer la gouvernance de ce pays, cela veut dire faire en sorte que tout ce qui entre dans la caisse de l'État soit pour le développement de ce pays, soit orienté utilement vers des projets qui peuvent contribuer à l'amélioration des conditions de vie de la population. C'est ce qui est plus important. La gouvernance est le socle de tout ce qui peut conduire vers le développement. S'il n'y a pas une bonne gouvernance, il y a l'impunité, il y a le désordre, il y a la corruption, le détournement, nous ne pourrons aller nulle part. Donc, il faudrait que les pouvoirs en place mettent en œuvre le mécanisme d'une bonne gouvernance de façon à ce que les citoyens ordinaires arrivent à se retrouver dans les actions et surtout les actions de développement, notamment améliorer les infrastructures routières pour permettre à ce qu'il y ait au moins la circulation du nord aussi, de l'est à l'ouest. Donc il faudrait absolument qu'on mette un accent particulier sur la bonne gestion des finances publiques en ce moment-là. Je crois qu'on peut atteindre un bon développement. En tout cas, premièrement, madame, le premier secteur, c'est le secteur d'agriculture. Vous savez, notre pays, nous avons uniquement les banques de crédit agricole, parce que nous avons des agriculteurs qui ne travaillent que sur les places sédentaires. Rien qu'une petite... les travaux qu'ils font, c'est pour leur propre famille. Mais si l'État parvient seulement à mettre, à soutenir les entrepreneurs, n'est-ce pas, et les agriculteurs, nous, de l'agriculture, avec les crédits agricoles, vraiment, on va faire de grandes choses dans ces pays. Parce que rien ne peut se développer que sans l'agriculture. Parce que l'homme a besoin de manger chaque jour. Et le développement, d'abord, c'est l'homme qui est au centre du développement. C'est ça les grands problèmes. Vraiment, si nous sommes soutenus, rien que par l'agriculture, d'abord, nous avons une terre qui est très fertile. Et vous savez, parfois, un jour, j'étais avec quelqu'un qui a fait l'environnement, tout ça. J'ai posé une question. Vous savez, les excréments que nous jetons ici, pour nous, c'est une perte. Avec ça, ça pourrait nous aider, n'est-ce pas, pour creuser les sols. Et ça va nous aider à donner un bon rendement. Parce que nous avons des terres partout dans ces pays. Vraiment, dans tous les contrées, nous avons des terres qui sont très fertiles pour l'agriculture. L'agriculture et la bonne gouvernance ont été les deux questions évoquées par ceux des Congolais que nous venons de suivre tout à l'heure là. Vous êtes assistant, vous êtes économiste, vous avez écouté ces deux Congolais qui ont parlé. Nous n'avons pas sélectionné nous ne les avons pas appelés en quelque sorte. Ce sont des personnes que nous avons trouvées et à qui nous avons posé des questions qui ont répondu de cette manière. Que pensez-vous? On commence par l'assistant Benjamin Congo. D'ailleurs, j'ai aimé l'intervention du deuxième monsieur qui a parlé vraiment de l'agriculture. Oui, c'est en fait, aujourd'hui, la RDC est trop dépendante parce qu'elle ne produit pas. Nous ne produisons pas parce que nous ne faisons pas l'agriculture. Pourquoi nous ne faisons pas l'agriculture? Justement parce que nous n'avons pas des moyens nécessaires à financer cette agriculture. Aujourd'hui, en fait, les banques, les systèmes bancaires que nous avons est peu développé. Sur ce, ne financent pas l'agriculture. L'État, à une époque donnée, avait ce que nous appelons banque de crédit agricole. Mais avec l'application de certaines politiques économiques vers la fin de 90, c'était la politique de libéralisation financière. Cette politique consistait à ce que l'État s'écarte des secteurs financiers et laisse les privés investir. Mais ce que nous avons vu, les Congolais n'investissent pas dans ce secteur-là. Juste pourquoi les conditions nécessaires pour créer une banque n'est pas favorable aux Congolais. Donc, ce qui fait que dans les marchés bancaires, il y a inondation des expatriés. Les expatriés visent que leurs propres intérêts, ne regardent pas l'intérêt du pays, ne visent pas la croissance économique. Sur ce, refusent de financer l'agriculture parce qu'ils estiment que l'agriculture, c'est un secteur qui est trop risqué. Sur ce, ils ne le font pas. Dans ce cas ici, là, je remets même en cause la politique de la libération financière à notre pays. Vous remarquerez que cette politique n'est pas efficace.
cette politique a montré déjà ses limites. C'est que nous ne pouvons pas continuer avec une politique qui montre qu'il y a des effets négatifs. Donc, par là, j'appelle plutôt à l'État en appliquant la politique de l'interventionniste. C'est-à-dire que l'État prend des choses à main, que lui-même crée des banques nécessaires pour financer l'agriculture. Donc, si l'État ne le fait pas, nous allons voir que ces secteurs seraient seulement un secteur des expatriés qui vont se méfier à donner les crédits aux Congolais, faute, ils invoquent généralement les raisons comme telles qu'il y a les risques pays, il y a les taux d'inflation, ainsi de suite. Donc nous ne pouvons pas développer les pays avec des politiques économiques qui ne cadrent pas avec la réalité du pays. Donc l'État doit reprendre les choses en main, surtout dans ce qui concerne les secteurs bancaires, parce que là, on sent que les étrangers ne veulent pas risquer dans le secteur agricole, comme vous venez de le dire. Oui. Quelle est votre réaction par rapport à tout ce qu'on vient d'écouter, Gustave Tchouba? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je tiens d'abord à féliciter l'équipe des Géopolis qui a sélectionné de manière aléatoire les intervenants. Et ça, c'est très intéressant, c'est très bien, faire participer également. Est-ce que vous sentez dans cette population qu'il y a des gens intelligents dans ce pays? Vous avez sélectionné des manières au hasard et ils ont donné des propositions pratiquement que les scientifiques que nous sommes en train d'évoquer ici. Nous avons parlé de l'agriculture, il y a l'autre qui a parlé également de la corruption. Je crois l'assistant Benjamin en avait évoqué déjà de le départ ici. Donc vous avez vu qu'il y a convergence même d'idées, même convergence dans la détection des problèmes au sein de l'économie. La gouvernance, l'agriculture. Nous consommons sec, nous ne produisons pas. Comment expliquer cela? Alors que nous avons toutes les potentialités possibles à pouvoir produire. C'est juste question des politiques économiques. Et le pouvoir public a une politique très 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 forte. C'est ce que nous appelons la politique budgétaire. La politique budgétaire joue 3 fonctions en elle-même. C'est une politique de stabilisation. Elle est à la fois également la politique d'allocation de ressources. Et c'est ce que nos intervenants venaient de démontrer, qu'il faut que l'État alloue le moyen vers les secteurs agricoles pour que nous produisions ce que nous consommons. Et cela va nous permettre de pouvoir économiser le peu de réserves en devises que nous avons du fait de l'exportation des matières premières. Et donc, vous sentez qu'il est important que nous puissions prioriser l'agriculture et que nous puissions améliorer notre qualité des dépenses publiques. Et lorsqu'on parle également de la corruption, comment dans un environnement des corrompus, mais également des corrupteurs, l'on peut mener une politique économique efficace? C'est pratiquement impossible. L'assistant venait d'évoquer la question de la libéralisation financière. C'est que nous, moi personnellement également, je suis contre. On nous a imposé cette politique qui a conduit l'État à fermer une banque. Vous avez compris, parmi les propositions de l'un des intervenants, c'est qu'il faut la mise en place des banques agricoles. Alors que ces banques, ce n'est pas une innovation. C'est une banque qui a existé dans cette République et qu'on a eu à fermer parce qu'il y a une politique qui nous a été imposée par les institutions de Bretton Woods, entre autres les Fonds monétaires internationaux, ainsi que la Banque mondiale, vers les années 90. On a libéralisé les secteurs financiers, on a donné au privé la possibilité, toute la possibilité d'octroi des crédits. Mais qui sont ces privés? Des privés étrangers? Effectivement. Et ce sont des privés qui ne sont pas des nationaux. C'est pourquoi les conditions également d'ouverture, l'assistant a évoqué ici, les conditions d'ouverture, par exemple, d'une banque ne sont pas favorables aux nationaux, aux Congolais. Et donc, vous voyez qu'il faut repenser même les textes liés à la création des banques, mais aussi revoir cette politique de libéralisation financière. Il y a des instruments, nous disons, c'est pratiquement notre génération, nous pensons que les théories économiques naissent, meurent et renaissent. Il y a des instruments des politiques économiques qui ont été utilisés en 1960,
qui ont été abandonnés par la RDC, mais par rapport au contexte actuel, par rapport à la structure économique de la RDC, ces instruments des politiques économiques peuvent être utilisés. Entre autres, la création d'une banque agricole. Ça veut dire qu'on ira à l'encontre, en réalité, d'une politique qui nous a été imposée. Et on doit se préparer à ça. Si aujourd'hui, nous pensons pouvoir demander à l'État congolais de mettre en place une banque agricole pour pouvoir permettre aux agriculteurs d'avoir du crédit, parce qu'on ne peut pas produire s'il n'y a pas de financement. On doit trouver les financements, et ces financements, on ne les trouve pas seulement auprès également de l'État. Il faut favoriser également les privés. Il faut créer un climat des affaires qui permet aux Congolais de pouvoir investir, lutter également contre la corruption et les tracasseries. Il y a des Congolais qui ont ils ont de la liquidité. Ils peuvent également se lancer dans une activité quelconque pour permettre au pays d'accroître sa production, mais ils ne peuvent pas parce que nous sommes dans un système des corrompus et des corrupteurs. Donc, la lutte contre la corruption est un élément qui va pouvoir permettre également à la République démocratique du Congo à pouvoir accroître sa production au travers des investissements privés. Mais il y a un autre élément, monsieur le journaliste, c'est très important de pouvoir le rappeler, c'est que l'économie congolaise est dans la rue. Dans la rue. L'économie congolaise est informelle. On ne peut pas mener des politiques économiques dans une économie informelle, dans une économie de la rue. 98% des unités économiques enquêtées en 2019 par l'INES, l'assistant par exemple a participé à cette enquête, plus de 622 000 unités économiques, ça veut dire entreprises, petites et moyennes entreprises, enquêtées en République démocratique du Congo, 98% sont dans la rue, sont en informel. Ça veut dire que l'État est incapable de pouvoir mobiliser les recettes auprès de ces petites et moyennes entreprises. Il laisse l'argent s'envoler dans les... S'envoler, et avec ça, on va vous dire, la RDC est incapable de réaliser un budget de 16 milliards. Je suis contre ça et je crois que si on est capable de pouvoir formaliser l'économie congolaise, je crois qu'on peut aller au-delà de ces 16 milliards, même en 2 ans. Voilà, on avance petit à petit vers la fin de l'émission, mais on va revenir à la question d'actualité parce qu'on ne peut pas finir cette émission sans aborder la question du taux de change. Mais là, je voudrais de manière concrète, parce qu'il nous a entendu parler, vous avez proposé, vous avez posé des diagnostics, mais on voudrait de manière concrète. Que faut-il faire pour relever l'économie de notre pays? L'assistant Benjamin Kongolo. Comme nous avons dit, aux problèmes structurels, des solutions structurelles. Aux problèmes conjoncturels, des solutions conjoncturelles. L'économie est comparable à un être humain. De la même manière qu'un être humain souffre, l'économie également souffre. Et la maladie de l'économie, c'est le déséquilibre. Et il faut des politiques adaptées pour remettre l'économie en équilibre. D'où, qu'est-ce que nous devons faire concrètement? La première des choses, en tout cas, j'évoque les changements du paradigme économique. Donc, c'est-à-dire que les théories économiques qui ont dirigé les pays depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, et surtout les politiques des libéraux prônées vers les années 90, qui a été appliquée en RDC depuis la fin des années 90. Aujourd'hui, la RDC utilise la politique libérale. La politique libérale dit laisser la production entre les mains de la population. Mais en tout cas, moi, j'appelle l'État à avoir une place déterminée dans l'économie. Si vous demandez à tous les Congolais, ils vont vous dire, les Congolais disent une chose, nous voulons que l'État fasse ceci, nous voulons que l'État fasse cela, nous voulons que l'État... Donc, ils demandent seulement à ce que l'État fasse ça ou ça et là. Donc, et l'État dit, non, moi, avec la politique libérale, je ne peux pas faire ça, je vous laisse. Or, la population n'a pas de moyens pour faire ça. Sur ce, c'est que je vois que désormais, que l'État reprenne des choses à main par l'application des politiques adaptées. Donc, l'État doit intervenir sur les marchés. Deuxième chose, j'évoquerai plutôt revoir les politiques économiques appliquées.
depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, la politique monétaire appliquée par la Banque centrale, elle est toujours inefficace. Et la Banque centrale, elle est consciente que sa politique est inefficace. Mais jusqu'à aujourd'hui, elle continue de les appliquer. Vous pensez que si une politique que vous avez appliquée hier était inefficace, aujourd'hui, elle deviendrait efficace? Les instruments utilisés par la Banque centrale ont montré également son inefficacité. Pourquoi continuer avec cela? Donc, et troisième chose, je dirais, il faut diversifier l'économie. Qu'est-ce que veut dire diversifier l'économie? N'est pas... Bon, de toutes les façons, parce que notre économie semble être un peu concentrée seulement sur les mines. Effectivement. Allez-y, c'est une bonne proposition d'ailleurs. Oui, du moment où vous remarquerez qu'en 2015 et 2016, pourquoi nous avons connu une dépréciation monétaire? Justement parce qu'il y avait un choc sur les prix des minéraux. Il y a un prix des minéraux, donc du moment où il y a un choc là-bas, toute l'économie s'effondre. Or, si nous diversifions l'économie et qu'il y a un choc dans tel secteur, nous pouvons repenser par rapport à un autre secteur. Mais du moment où nous dépendons d'un seul secteur, vous remarquerez que moindre problème dans ce secteur, c'est fini, l'économie est par terre. Et vous remarquerez qu'en 2020, je vous dis, si et seulement si l'économie congolaise dépendait de l'intérieur, nous ne serons pas attaqués par la Covid. Parce que si vous remarquerez, les médecins l'ont dit, en termes de situation sanitaire, Covid ne nous a pas touchés. Mais Covid a touché plutôt en termes économiques. Nous avons connu une forte dépréciation monétaire jusqu'à 22%. Si l'économie congolaise ne dépendait pas, croyez-vous qu'on allait connaître tout ça? Non. Donc, c'est ce que j'ai ici, je peux me répéter, changement du paradigme économique, revoir les politiques économiques et diversifier l'économie. C'est seulement sur ça que nous pouvons aspirer au développement de ces pays. Assistant Gustave Tshibanga, vous avez écouté le changement du paradigme économique. Vous avez écouté tout ce que l'assistant Benjamin Congo a dit. Quelle est votre part de contribution en rapport avec comment repenser? Qu'est-ce qu'il faut pour élever notre économie? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. En fait, je vais dans le même sens que l'assistant Benjamin lorsqu'il parle de changement de paradigme. Pourquoi les changements de paradigme? C'est parce que nous avons détaillé en fond et en large. Ici, nous avons fait un diagnostic, pratiquement l'histoire même économique de la RDC. Il y a eu des politiques qui ont été menées. Les politiques, principalement les politiques de libéralisation, qui nous ont été imposées par les organisations de Bretton Woods, entre autres les Fonds monétaires internationaux et la Banque mondiale. Et généralement, ce sont des politiques économiques non adaptées à nos structures. Comment on peut demander dans une économie comme la RDC, où les gens ont du mal à pouvoir accéder au crédit agricole, mais on va demander à ce pays de pouvoir libéraliser les systèmes financiers, de détacher l'État du système financier. L'État ne peut pas avoir une banque nationale. C'est quand même déplorable. C'est un paradoxe. Et donc, le changement des paradigmes, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans le monde, nous avons pratiquement, moi je parle toujours de 3 systèmes économiques. Nous avons le système capitaliste, qui prône pratiquement la propriété privée. Nous avons le système communisme. Le communisme est pire. Peut-être qu'on ne parle plus, qu'on assimile au socialisme. Et nous avons les sociodémocrates, ça veut dire la sociodémocratie. Pour ces partisans, ce sont de ceux-là qui ils ne sont ni communistes, ni capitalistes également. Mais ils sont au milieu. Ça veut dire aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il y a eu des politiques économiques capitalistes qui ont été menées aux États-Unis qu'on doit venir appliquer en République démocratique du Congo, ou ce n'est pas parce qu'il y a des politiques liées au socialisme qui ont été menées en Chine ou bien en Russie qu'on doit ramener du copier-coller en République démocratique du Congo. Donc nous pouvons avoir également, moi je pense que la République démocratique du Congo peut être dans cette catégorie des sociodémocrates qui utilisent à la fois un peu de communisme, de socialisme et un peu d'économie du marché. Et donc, tout cela passe principalement par l'homme. L'homme congolais. C'est l'homme congolais qui est l'acteur principal. Et dans tout ça, il faut revoir les politiques économiques, parmi lesquelles
nous avons deux grandes catégories de politiques économiques. Nous avons les politiques conjoncturelles, dans lesquelles nous avons la politique monétaire, mais également la politique budgétaire, que l'assistant a eu à évoquer, et il y a les politiques structurelles, dans lesquelles nous devrions avoir une politique de croissance, des politiques qui permettent de pouvoir accroître la production nationale, mais surtout les politiques qui permettent l'import-substitution. J'insiste sur l'import-substitution, pourquoi? Parce que quand vous regardez la balance des paiements de la RDC dans sa structure, importation d'équipements, les équipements liés au secteur minier représentent plus de 40% de la rubrique. Voilà. Ce qui revient à dire qu'il faudrait que nous mettions en place des politiques qui permettent d'importer le bien alloué au secteur agricole, parce que si l'on ne produit pas, notre monnaie ne sera pas forte. Merci. Vous avez écouté avec nous ici sur ce plateau comment les économistes qui ont réfléchi ont proposé des pistes de solutions pour repenser l'économie ou bien relever l'économie de la République démocratique du Congo. Mais avant de quitter, vous savez, en venant ici, on nous pose chaque fois la question, qu'est-ce qui est à la base de l'instabilité du taux de change? Je crois que cette réponse va s'adresser automatiquement ou bien directement à la population congolaise, aux Congolais lambda, aux Kinois lambda, qui se posent trop de questions parce que parfois ça semble un peu embrouillé. Je suis en face des économistes, j'en profite. Je crois que vous allez répondre à tour de rôle et je crois que ça sera les derniers mots en même temps parce que la télé, c'est le temps. Oui, ce que nous devons savoir à propos du taux de change, que parmi les maladies qui souffrent une économie, les taux d'échange n'est pas une maladie pour l'économie. Les taux d'échange, j'insiste là-dessus, n'est pas une maladie. Mais les taux d'échange, elle est une conséquence du dysfonctionnement de l'économie. Donc, du moment où il y a variation, il y a fluctuation du taux d'échange, sachez-les qu'il y a un problème au niveau de l'économie. Ça ne va pas, il y a une malaise au niveau de l'économie. D'où il ne faut pas seulement venir avec des politiques d'échange ou des politiques monétaires, parce que ce ne sont que des politiques conjoncturelles. Les taux de change aujourd'hui en RDC, messieurs les journalistes, n'est plus un problème conjoncturel, mais elle est maintenant un problème structurel. Et dorénavant, la fluctuation du taux de change demande des politiques structurelles pour lutter contre cela. Parmi des politiques-là, qu'est-ce que nous pouvons savoir? Toutes choses restent égales par ailleurs. Pourquoi les taux de change varient à tout moment? Juste parce que dans la structure économique du pays, la RDC est dépendante. Nous dépendons. Donc, pour acheter les biens à l'extérieur, nous devons utiliser les dollars. Vous remarquez que 80% des biens que nous utilisons est importé. D'où il y a une forte sortie des devises. Et les devises entrent par quel mécanisme? Par les exportations. Donc, si nous prenons d'une part les importations et les exportations, nous remarquons que la balance des paiements elle est déséquilibrée. Donc, nous demandons plus que nous recevons. Donc, par là, plus les dollars sortent qu'ils entrent, ça crée toujours une dépréciation. Sur ce, il faut arrêter cette hémorragie en arrêtant la dépendance économique, en produisant localement. Donc, du moment où nous produisons, nous consommons localement et nous produisons en termes, et nous augmentons notre exportation, nous réduisons l'importance surtout des biens de première nécessité, cela va essayer un peu de stabiliser cette hémorragie du taux de change. Si seulement si l'économie congolaise est toujours dépendante, cette dépendance-là n'est pas seulement au niveau de... parce que nous ne produisons pas suffisamment. Il y a aussi une question de la préférence. Les Congolais préfèrent ce qui est importé que ce qui est produit localement. Vous remarquez que ça également, c'est un problème. Et les Congolais se méfient de la monnaie nationale. Mais ces journalistes, vous allez voir, si vous prenez des Congolais, si vous proposez 24 000 francs et 10 $, la tendance des Congolais, ce serait de prendre 10 $. De prendre 10 $. Donc vous remarquez que cette méfiance également est la cause de la dépréciation du taux de change. C'est ça. Gustave Tchibango. Merci. Vous avez quelque chose à ajouter sûrement? Effectivement, j'ai quelque chose à ajouter. C'est comme l'assistant venait de le dire. Je vais être très simple. Si la dépréciation de la RDC et du franc congolais en République démocratique du Congo, comme cause principale, nous pouvons donner, c'est l'absence
de la production. De la production locale. On ne produit pas ce que nous consommons. Nous ne produisons pas ce que nous consommons. Aussi longtemps que nous ne produisons pas ce que nous consommons, les taux de change restera toujours instable. L'assistant vous a parlé ici qu'aujourd'hui, les taux de change, qui est une conséquence des déséquilibres de l'économie, n'est plus un problème conjoncturel, mais c'est déjà un problème structurel. Pourquoi conjoncturel? Conjoncturel, ici, on est en train de dire, la manière où vous voyez, en quelques mois, les taux a quitté, je crois, de 2200, combien, jusqu'à vers 2300. Donc là, on est dans la conjoncture. Ça veut dire moins d'une année. À moyen et long terme, ce problème devient un problème structurel. Et lorsqu'on veut les résoudre, on doit combiner. Moi, j'insiste toujours sur la combinaison des politiques économiques. La combinaison entre les politiques conjoncturelles, qui est la politique budgétaire ainsi que la politique monétaire, ainsi que les politiques structurelles qui permettent à ce que l'agriculture, qui est aujourd'hui négligée en République démocratique du Congo, soit une priorité. Et pour constater que cette agriculture devient une priorité pour la République démocratique du Congo, c'est très simple. C'est regarder juste la loi des finances de la République démocratique du Congo pour comprendre si l'agriculture est une priorité pour la République démocratique du Congo. Et lorsque cette agriculture devient priorité des priorités, c'est en ce moment-là qu'on peut parler de la stabilité de taux de change. Mais aussi longtemps qu'on ne produit pas, on ne diversifie pas notre économie, les taux de change restera toujours une variable qui sera invariable, quelles que soient les politiques conjoncturelles qu'on va pouvoir mettre en œuvre, surtout que la politique budgétaire est liée, elle alimente également le taux de change que vous voyez. C'est la conséquence. Lorsqu'on paye, je vais donner un exemple très simple pour permettre même à notre quelques secondes. C'est que lorsqu'on paye les fonctionnaires à la fin du mois, c'est une masse salariale, c'est des milliards de francs congolais qui sont déversés sur l'économie. Mais je vais vous dire que la propension marginale à consommer des fonctionnaires ou des travailleurs de la République démocratique du Congo est très élevée. Et ces travailleurs-là consomment quoi? Ils consomment les Thomson, ils consomment le poisson, ils consomment le riz venant de la Thaïlande, de la Chine, ce qui revient à dire qu'ils dépensent des devises vers ces pays-là. Ce qui fait en sorte qu'il y a également une pression sur le marché d'échange. Et quand vous avez 141 millions des dollars qui ont été dépensés au mois de janvier sur les domaines sécuritaires, on doit quand même s'attendre à une dépréciation de la monnaie. La dépendance de l'économie congolaise de l'extérieur, c'est ce qui a été évoqué tout au long de notre émission. Nous avions, je vous rappelle, sur ce plateau, deux économistes. À ma droite, l'assistant Gustave Tchibango, que nous remercions pour ses analyses de qualité. À ma gauche, j'ai l'assistant Benjamin Congolo, que je remercie également pour son passage pour la première fois chez mes critiques. Je crois que ça ne sera pas le dernier parce que l'économie ici, c'est sa maison. On va continuer à parler surtout dans d'autres questions. Ça ne sera pas seulement repenser l'économie, on peut aborder aussi d'autres secteurs de la VOB, d'autres branches de l'économie. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Voilà, vous étiez nombreux à suivre ce chemin critique où nous avons abordé des questions de l'économie de notre pays qui semble et reste encore malade. Vous avez écouté des propositions des économistes ici sur ce plateau, les assistants qui viennent de l'université de Kinshasa, mais aussi d'autres universités parce qu'ils enseignent aussi par-ci, par-là. Nous voici à la fin. Nous vous remercions pour votre fidélité. Restez branchés sur le programme de Géopolis Télévision.